Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre en compagnie de la trifonctionnalité, de la tripartition et du ternaire. Le ternaire, je rappelle, c'est des concepts, des phénomènes, des objets distribués en 3 dimensions ou en 3 temps. Alors aujourd'hui, nous allons partir d'une actualité, actualité qui concerne un ex-président des États-Unis, qui n'est autre que Donald Trump. Ce matin, l'animateur de radio annonçait que Donald Trump avait 3 procès en cours. Et ces 3 procès, bien entendu, nous intéressent notre petite chapelle. Et intéresse finalement la version que nous a donnée Michel Meyer. Je vous en ai parlé dans une intervention précédente. Une version en ternaire et qui concernait la concupiscence, l'orgueil et la cupidité. L'animateur, nous explique le premier, le second et le troisième procès. Et il nous dit que le premier procès concerne le harcèlement sexuel. Donc il y a eu des plaintes pour harcèlement. Et finalement, il semble que Donald Trump ait versé finalement un peu trop concernant la satisfaction de ses désirs immédiats. Donc ça concerne l'appétence sexuelle, effectivement. Et on le range assez logiquement dans la case concupiscence, si vous voulez. Le deuxième procès concerne des déclarations. De fausses déclarations, et apparemment un certain nombre de fausses déclarations, afin de payer moins d'impôts. Donc là encore, rebelote, procès. Et ce procès, évidemment, concerne, bien entendu, la cupidité, c'est-à-dire le fait de vouloir faire plus de profit, ce en faisant de fausses déclarations. Donc on range ça dans cette petite case. Et le troisième procès concerne, bien entendu, l'orgueil, puisque c'est une plainte, là pour le coup assez grave, et qui se rapporte aux années 2020-21, lorsque Donald Trump perd les élections, et Donald Trump n'accepte pas sa défaite. Et apparemment, il aurait laissé passer le message, ou il aurait fait passer le message, comme quoi les votes avaient été truqués. Et là, évidemment, qu'est-ce qui se produit ? On a cet événement en tête, c'est la prise du Capitole par les partisans républicains de Donald Trump. Donc un fait grave, et là, bim, procès concernant effectivement cet événement. Et on range finalement ce troisième procès dans la case de l'orgueil, puisque ça concerne bien finalement le fait de ne pas reconnaître sa défaite, alors qu'effectivement, c'était le cas, d'après un recomptage des votes, etc., etc. Ok. Puis évidemment l'instrumentalisation de cette défaite par ce monsieur. Alors ici, ce qui m'intéresse, d'une part, le fait que Donald Trump coche toutes les cases, la case de la concupiscence, de la cupidité, de l'orgueil, mais aussi le fait qu'il transgresse. Et il transgresse effectivement les lois, les normes, les règles de conduite. Je place ça comme ça, mais en tout cas, cette transgression est bien effective. Il dépasse les bornes, il va au-delà des limites des lois, des normes et des règles de conduite, si vous voulez. Et si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas de transgression, il n'y aurait pas de procès, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est pour, finalement, introduire une autre manière, finalement, de s'engager dans une réflexion autour de la nature
et de la culture. Alors, ici, pour ce faire, je vais déplier, en fait, en ternaire, ce sur quoi j'ai déjà travaillé. Alors, ce sur quoi j'ai déjà travaillé, c'est d'un côté l'ordre social, on l'a vu avec le Mahabharata, et d'un autre côté, l'ordre du discours. Ok, ça c'était dans les interventions précédentes. Ici, c'est une autre combinaison en ternaire. Cette combinaison va se déplier sous cette forme, la forme avec des concepts. Hein. Il y aura la nature d'un côté, l'histoire au milieu, et ça y est, paf, un petit souci de mémoire, et la raison. Alors effectivement, j'ai ce petit souci parce que je pense dialectique en même temps que raison. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, nature, histoire, raison est inspiré bien du philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Et donc on avait vu déjà un peu, on a pratiqué un petit peu la philosophie de ce personnage avec le concept d'Aufhebung. Ok. Et chez Hegel, effectivement, quand on dit raison, on dit dialectique. Donc il y a une hésitation de ma part, mais je vais garder le terme raison parce qu'on va en parler. Ok, donc nature, histoire, raison. Le truc, c'est que, bon, ce sont très gros morceaux, et en 40 minutes, ça ne va pas être possible de tout développer. Donc je vais m'appuyer aujourd'hui uniquement sur la nature, où je vais essayer d'en dire quelques mots, parce que là aussi, je ne suis pas sûr que ça puisse être contenu en 40 minutes. Donc, effectivement, je vais en parler sous une forme ternaire. Et je vais finalement retourner vers Platon, puisque toutes les routes mènent à Platon, finalement. Alors, là encore, petit papier numérique, un petit papier numérique qui défile, et là vous voyez apparaître en fait, eh bien, les vertus de l'âme. Et donc aujourd'hui nous allons parler des vertus de l'âme de Platon, qui sont chevillées eh bien, à la conception idéale de la cité de Platon. On en a aussi parlé, et ça concernait effectivement son ouvrage La République. Donc les vertus de l'âme chez Platon, que je vais aussi eh bien, connecter avec on va dire les sciences du XXe siècle et les découvertes du XXe siècle qui concernent la biologie. Donc ce sont des observations de Platon qui datent de 2500 ans que je vais connecter eh bien, à des découvertes qui ne sont autres que des hormones, donc la dopamine, la testostérone et l'ocytocine. Alors, on va verser dans la littérature, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne vais pas vous faire des descriptions scientifiques de ces hormones, je vais plutôt en parler de manière littéraire. Donc de la dopamine, on dit que c'est l'hormone du plaisir, la testostérone, c'est l'hormone de l'agressivité, et l'ocytocine, ce serait l'hormone de l'amour. Donc je vais en parler sous cet angle-là, et en élaborant une petite comparaison comme ça avec les observations de Platon et avec les vertus de l'âme. Ok, donc on va se lancer dans cette affaire. Alors ici, Platon, il faut préciser que au sein de la philosophie de Platon, en fait, il y a une perspective, il y a un objectif, et cet objectif, chez Platon, c'est le bien, et notamment le bien moral, et notamment le bien moral qui concerne particulièrement la justice. Donc, une idée, l'idée qu'il puisse y avoir une égalité entre personnes, du moins qu'on puisse y tendre. Égalité entre personnes pour faire quoi ? Pour faire société, c'est l'idée de Platon. Donc Platon, c'est le bien. Alors évidemment, chez Platon, ces conceptions sont aussi abstraites, elles ne sont pas uniquement, et d'ailleurs, je ne crois pas qu'elles soient, comme on peut le dire aujourd'hui, qu'elles ne soient pas sociales. Il y avait une conception de
l'idée de créer une cité, une république, évidemment. Mais chez Platon, il y a aussi cette dimension très abstraite, très contemplative, qui se rapporte, bien entendu, aux idées. Donc les idées comme le bien, le beau et le vrai. Mais le bien, le beau et le vrai sont effectivement chevillés à la morale, toujours. Ils sont chevillés au bien. C'est-à-dire que le vrai est chevillé à la connaissance vraie, et à la juste connaissance, et effectivement le beau, ce qui est beau est bien. Donc bon, ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, puisque c'est sa visée. Donc il organise les vertus de l'âme en fonction, d'une société évidemment à venir, et on va dire d'une justice et éventuellement d'une égalité entre personnes. Ok, on commence par la concupiscence. La concupiscence, on l'a vu, effectivement, c'est la satisfaction des désirs immédiats. Platon observe ses contemporains et il voit qu'effectivement le désir immédiat, si vous voulez, débouche sur le vol, en fait. Et là, je vais m'inspirer d'un mot de Platon, donc c'est moi qui interprète, ça débouche aussi sur le viol, en fait. Donc Platon condamne, évidemment, le vol, et là c'est mon interprétation, je répète, le viol. Ok. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il va opposer à la concupiscence, la tempérance. Cette tempérance, en fait, elle va être articulée, évidemment, à un programme, à son petit programme politique, finalement, va être articulée à l'éducation, et à l'éducation de ce qu'il appelle la classe inférieure. Et pour Platon, il faut éduquer moralement cette classe inférieure pour qu'elle ne puisse ne plus être, en fait, concupiscente. Alors, la classe inférieure, évidemment, pour lui, ce sont les agriculteurs, les artisans, les marchands, etc., etc. Ok, donc, quelque part, le peuple. Ok. Et pour lui, effectivement, il faut inoculer dès le plus jeune âge, en fait, les valeurs morales, pour que, elles puissent être, quelque part, imprimées, imprégnées par le sujet, et que, finalement, le sujet ou les sujets puissent agir de façon tempérée. Voilà. Donc ça, c'est tempérance, concupiscence. Il y a la dopamine. Donc, hormone, découverte, on va dire, par les sciences, par la biologie. La dopamine, elle concerne en fait, comme je l'ai dit de manière littéraire, l'hormone du plaisir. Et la dopamine, s'enchevêtre à ce qu'on appelle le circuit de la récompense, en fait. Donc c'est quelque chose qui est quand même inscrit en nous. C'est une hormone qui participe du corps. Et j'irais jusqu'à dire que ça participe des pulsions corporelles. Ok, donc c'est enchevêtré au circuit de la récompense. Et pour prendre un exemple, on peut prendre l'exemple des enfants devant des sucreries. Ils vont manger une sucrerie, mais ils vont évidemment en vouloir une seconde, une troisième, une quatrième, etc. Et d'ailleurs, vouloir finir, si c'est un paquet, finir le paquet. Ce circuit, en fait, qui correspond à l'hormone du plaisir, finalement provoque ou engendre ce qu'on appelle l'addiction. Et là, pour le coup, ça touche tous les types d'addictions se référant au plaisir et à la satisfaction immédiate. Donc, en règle générale, à la nourriture, mais aussi à l'alcool, aux drogues, mais aussi à la sexualité. Ok ? Ou à la pulsion sexuelle, si vous préférez. C'est plus juste de dire ça. Ok, donc, les observations de Platon, finalement, correspondent assez bien à des hormones qui sont inscrites en nos corps, finalement, qui finalement sont ce qu'on appelle des substances psychoactives, donc psycho-âme, donc qui agissent finalement
puis on peut le dire comme ça, qui agissent sur nos comportements, qui agissent sur les comportements humains. Ok. On passe à la colère chez Platon. Donc, rebelote, la colère qu'il oppose au courage. Alors effectivement, à l'époque, en Grèce, eh bien, la colère débouche assez vite sur l'homicide, donc sur le meurtre. Donc, Platon désire canaliser la colère, évidemment. Et il oppose à la colère le courage. Alors pour comprendre le courage, je vais l'opposer à un autre terme, je vais l'opposer à la témérité. Courage et témérité, ce n'est pas la même chose. La témérité, c'est rentrer dans le tas, et sans faire finalement de distinction. Donc c'est effectivement ne pas distinguer des valeurs, et ne pas distinguer des valeurs qui pourraient être morales ou éthiques, en fait. Alors que le courage, effectivement, eh bien, c'est effectivement rentrer dans le tas la tête la première, c'est avoir du courage, mais c'est aussi avoir des valeurs éthiques qui permettent au sujet, eh bien, lorsqu'il finalement reçoit un commandement, un ordre qui lui paraît injuste, eh bien, le courage consiste aussi à dire non à cet ordre et à ne pas exécuter cet ordre. Vous voyez ? Donc, Platon, finalement, oppose le courage à la colère. Et, effectivement, ça s'articule à la cité idéale de Platon, au sens où ici, alors là, on a les classes inférieures, auxiliaires inférieurs. Les auxiliaires inférieurs, eh bien, ce sont les jeunes soldats qui vont défendre la cité et qui vont recevoir quoi ? Ils vont recevoir une instruction, et notamment une instruction militaire. Cette instruction militaire qui, effectivement, n'est pas dénuée de morale, n'est pas dénuée d'éthique, en fait. Vous voyez, donc ça participe, en fait, les vertus de l'âme participent au projet de Platon, au projet de la cité idéale de Platon. Hop, retour aussi aux hormones, donc à l'hormone de l'agressivité. Alors, l'hormone de l'agressivité, c'est la testostérone. La testostérone, eh bien, c'est une hormone très connue, d'ailleurs, comme la dopamine. Et la testostérone, eh bien, concerne l'agressivité ou la pulsion, je vais le dire comme ça, à la fois la pulsion nourricière, la pulsion morbide et la pulsion sexuelle. Donc la testostérone, c'est vraiment une dynamique, et une dynamique qui se référerait à la prédation, en fait. Donc elle est utile pour la chasse, notamment, à une époque, une certaine époque. Ok. Toutefois, eh bien, effectivement, la testostérone, en relation aux observations de Platon, alors évidemment, je reprécise toujours à un moment donné des interventions que ce sont des spéculations de ma part, que ce sont voire des élucubrations, mais bon, selon les observations de Platon, eh bien, on peut se dire qu'il y a une relation comme ça entre la testostérone, la colère, et puis l'opposition avec justement les vertus de l'âme, et donc le courage, et donc l'instruction militaire. Ok ? Et ça concerne, alors, pour rappel encore, puisque c'est toujours des liens, j'essaie de construire, ça concerne aussi ce qu'on avait vu avec le Mahabharata, c'est-à-dire richesse, force. Ici, c'est la force. Et puis ici, croyance, gouvernance. Donc, croyance, gouvernance, on arrive à cette étape-là. Et ici, Platon, évidemment, ce sont les auxiliaires supérieurs. Et là, c'est les philosophes, voire les prêtres, mais bon, pour Platon, ce sont les philosophes, évidemment. Et chez Platon, alors là, c'est le morceau qui est un petit peu plus difficile à faire comprendre. C'est-à-dire que chez Platon, effectivement, cette zone, c'est la zone de l'instruction, toujours. Ça se réfère finalement au savoir et aux sciences. Donc, ici, c'est une instruction qui concerne la science, sachant qu'en latin, science se dit scientia, est tiré aussi du verbe scio, et que science et scio, scientia et scio, pardon,
veut dire savoir, ok? Donc ça concerne vraiment aussi le savoir, puisqu'on a une vision de la science aujourd'hui qui effectivement est très technique, mais originellement, bien, ça concernait tout simplement le savoir aussi. Donc, apprentissage pour Platon, la connaissance vraie. Et alors évidemment, chez Platon, toujours, avec des réserves, c'est évidemment toujours la visée, le bien moral, mais aussi ce qu'on appelle les idées contemplatives, c'est-à-dire au-delà des apparences, il existe des idées éternelles, imputrescibles, telles que, un beau éternel, un bien, et le vrai, une vérité, évidemment, qui précède, en fait, et c'est toujours important de le dire, ça aussi, qui précède la matière. Et là, on retrouve la scolastique. Mais bon, je ne vais pas partir là-dedans, mais c'est pour des petits rappels concernant les interventions précédentes. Ok, donc, il y a effectivement les idées contemplatives, mais il y a quand même une instruction, donc concrète, concernant la connaissance vraie. On dit ça comme ça. Et donc ça passe aussi par l'usage de la raison. Ok, on parlera un petit peu plus tard de la raison. Ici, nous avons effectivement ce que je vous ai mis sur le petit papier numérique, la raison désintéressée, qui se réfère au savoir. Et d'un autre côté, je vous ai mis la raison comptable. Mais je connecte cette raison comptable avec l'ocytocine, hormone de l'amour. Et évidemment, on retrouve aussi la logique, ou la disposition, la combinaison en ternaire, concupiscence, orgueil, cupidité. Vous voyez. Donc, l'articulation là, entre raison comptable, ocytocine et raison désintéressée est plus complexe. Elle est un petit peu plus complexe. Donc, on y va. Alors, Platon oppose le discours philosophique au discours des sophistes. Donc, on y va. Le discours des sophistes, c'est quoi? C'est la culture du résultat. C'est-à-dire qu'effectivement, au sein d'une joute verbale, donc au sein d'un débat, pour le sophiste, peu importe que les faits soient vrais, que les faits soient plus ou moins erronés, le principe, c'est de remporter la mise. Okay, donc c'est la question du gain, en fait, avec le sophisme. La question du gain, ça se rapporterait quand même, évidemment, à une possession, à une prise. Alors c'est soit, effectivement, la question du gain ou de la perte chez le sophiste. Et le sophiste, évidemment, brillants sophistes, vont prendre finalement le discours pour ce qu'il est. Et le discours, finalement, peut être une arme comme une autre. Pour Platon, évidemment, il n'est pas du tout d'accord avec ce type de conception. Et c'est vraiment la recherche de la vérité, donc de la raison désintéressée. Cette raison désintéressée, évidemment, il n'y a rien à gagner et il n'y a rien à perdre. Vous voyez ? On revient aux sophistes. Alors les sophistes, quand même, pour noter que ces sophistes, sur lesquels d'ailleurs on cogne un coup de bâton sur la tête comme ça depuis des siècles. Bon, les sophistes ont été réhabilités quand même par notamment Jacqueline de Romilly et aussi par Barbara Cassin, qui a écrit un livre très intéressant autour de la sophistique. Donc sophisme, sophiste, sophistique. La sophistique concerne aussi, quand je dis que le discours est une arme, concerne la politique. Il s'agit effectivement de remporter la mise. Il s'agit de gagner ou de perdre. En tout cas, il s'agit d'un gain, donc d'une culture du résultat. Pour exemple, on peut prendre les débats présidentiels du second tour en France. Il y a un débat entre deux candidats qui veulent être président, présidente, peu importe. Et au sein de ce débat, finalement,
Si on utilise des faits plus ou moins vrais, choses plus ou moins erronées, peu importe. Ce qui compte, c'est de remporter la mise et donc de faire en sorte que les électeurs votent pour soi. Alors là, ici, on se rappelle d'Aristote, le discours employé, c'est le discours aussi épidictique, c'est le discours démonstratif, c'est le discours émotionnel. Ok, donc là, c'était pour vous donner un exemple, pour dire que finalement, ça a encore lieu. Les discours, les joutes verbales notamment, et le fait qu'il y ait un emploi d'un certain discours qui serait plutôt émotionnel et qui se réfère effectivement à une culture du résultat, à du gain, gagner ou perdre en fait. Ok, ça c'est pour la partie rapide, évidemment, c'est toujours succinct, mais c'est pour la partie, vous voyez, la comparaison entre, il y a raison comptable, quand je dis comptable, effectivement, on compte les gains amassés, ou raison désintéressée. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner. Ici, alors pour le coup, on va glisser tout doucement vers l'ocytocine, donc vers l'hormone de l'amour. Comment on fait pour relier finalement bien le sophisme à l'amour? Vous voyez, c'est quand même un peu raide quand même, comme perspective. On va le relier de la manière suivante. C'est-à-dire que s'il y a une raison désintéressée chez Platon, il y a aussi, effectivement, un amour désintéressé qui concerne quoi? Un terme grec qui concerne l'agapé. L'agapé, c'est l'amour universel, ok? Et c'est justement le fameux « aimez-vous les uns les autres », sur lequel s'appuieront les chrétiens. Donc, finalement, les chrétiens s'inspirent assez massivement de Platon, concernant l'amour universel, l'amour de son semblable, etc. Bon. Donc, un amour désintéressé. Un amour où, il n'y a rien à perdre et il n'y a rien à gagner. En revanche, effectivement, ça s'oppose à quoi l'agapé? Ça s'oppose à la philosia, enfin on peut prendre ce terme, et la philosia, c'est l'amour de soi. Et ça participe d'un amour intéressé, en fait. Donc d'un amour qui serait comptable, en fait, d'un amour comptable. Alors, comment je relie ça à l'ocytocine? L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Mais l'ocytocine, comme la testostérone, comme la dopamine, concerne les corps. Ce sont des hormones qui, a priori, qu'on pourrait qualifier comme ça de substances donc psychoactives. Mais ces substances, effectivement, participent aussi du monde animal, participent finalement du vivant et des mammifères. Donc les mammifères aussi, il semblerait que pour un certain nombre, du moins, il y ait aussi de la dopamine, de la testostérone et de l'ocytocine. L'ocytocine, ça sert à quoi en fait? Puisque dans sa version littéraire, c'est l'hormone de l'amour. Mais ça sert surtout, à la base, à la survie. C'est-à-dire qu'effectivement, cet amour, qu'on peut mettre entre guillemets pour le coup, sert à préserver, à protéger sa progéniture à la base. Donc c'est quelque chose qui concerne la survie de l'espèce. Point. À la base, c'est ça, quoi. Et ce qui fait que, finalement, avec cette hormone, on est toujours là, en tant qu'espèce humaine. Donc ça aussi, c'est utile, en fait. Mais c'est utile pour la préservation de l'espèce. Le truc, là on est au niveau du logos, donc du discours, de la raison, etc. Le truc, c'est que c'est enchevêtré à cette substance psychoactive, s'enchevêtre finalement le logos, le discours, la raison. Et cette raison, finalement, il est probable qu'elle soit influencée par finalement cette substance psychoactive qui veut que l'on protège, que l'on conserve, que l'on possède, et effectivement, par la suite, que l'on exploite. Vous voyez ?
Ok, et évidemment dans un cadre assez restreint, c'est-à-dire le cadre de la petite cellule de mammifère, hein, donc de la petite cellule familiale, ok. Donc c'est cet amour qui finalement se projette en termes de, eh bien, conservation, protection, ok. Mais avec la raison, en compagnie de la raison. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne quoi? Des amours, on va dire désintéressés, ça donne les amours intéressés, ça donne effectivement les mariages arrangés. Hein, et ça donne aussi les mariages de raison. Alors, à l'extrême, puisque c'est quand même assez courant, hein, on voit encore de manière contemporaine, eh bien, des personnes se marier, non pas parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'en fait, ils réunissent des patrimoines. Donc patrimoine immobilier, financier, si vous voulez. Donc là, on est dans le mariage de raison. Ça a encore lieu. Et puis on a tous les mariages arrangés, effectivement, qui concernent, là pour le coup tous les continents, hein, Afrique, Asie, Moyen-Orient. Alors on se fixe sur le Moyen-Orient, mais en fait, ça existe aussi, bien entendu, en Amérique du Sud, du Nord et en Europe. Hein. Alors, ça existe de quelle manière? Évidemment, alors, parfois de manière autoritaire, hein, pour suivre comme ça on va dire un régime, une idéologie religieuse. Hein. Mais ça existe aussi, effectivement, puisqu'en Europe, on se dit que c'est l'amour libre. Hein, voilà, c'est un amour qui est désintéressé à la base. Hein. On se marie par amour, évidemment. Mais il y a quand même des pressions. Il y a des pressions concernant la légitimité, hein, des couples qui se forment. Et il y a des pressions, effectivement, eh bien, notamment concernant les classes sociales. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, sociologiquement, un ouvrier va se marier avec une ouvrière. Et ils vont se rencontrer, en règle générale, dans le monde du travail, au sein d'une entreprise. Vous voyez? Donc il y a un conditionnement, déjà. Hein. Et puis, il y a également les rencontres aussi qui se font, les couples qui se forment à l'université, au sein d'une discipline. Hein. Donc, on peut dire ça comme ça, hein, les professeurs se marient entre eux. Ah, tiens, conditions sociales aussi. Hein. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, voilà, après, on est sur des partages de patrimoine. Hein. Et donc, le bourgeois va se marier avec une bourgeoise, etc., etc. On a ces configurations sociales qui, finalement, sont un conditionnement. Donc, est-ce que ce sont véritablement, quelque part, des mariages d'amour? Alors là, on pourrait parler de l'amour au sens, de Cupidon. Ah, tiens, cupidité, Cupidon. Le dieu Cupidon. À quoi ça nous amène? Le dieu Cupidon, en fait, le mythe, c'est effectivement un dieu qui jette un sort sur un individu, un sujet, et ce sort consiste au fait que le sujet va tomber amoureux de la première ou du premier venu. Je répète, je me suis mal exprimé. Le sujet va tomber amoureux de la première ou du premier venu, en fait. Donc c'est ça, Cupidon, il jette un sort et bim, une personne arrive, n'importe laquelle, et le sujet tombe amoureux. Le truc qu'il faut entendre au sein de ce mythe, si on se débarrasse du dieu, si on se débarrasse de l'action du dieu, ce qu'on peut entendre, c'est que la rencontre est un pur hasard, la rencontre amoureuse. C'est-à-dire qu'on tombe amoureux, littéralement, mais en fait, par hasard, et on tombe amoureux ou amoureuse du premier ou la première venue, si on réfléchit bien en fait. Et on tombe amoureux et amoureuse de la première ou du premier venu, dans des contextes. Et là, hop, conditions sociales. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une situation, un contexte, un lieu, une entreprise. Il y a un contexte, une situation, un milieu bourgeois.
etc., etc. Donc finalement, bon, est-ce que ce sont, on peut se poser la question, des mariages d'amour, ou est-ce à la fois un conditionnement social et à la fois le hasard, vous voyez? Ok, donc là, j'ai poussé un petit peu loin, hein, j'ai fait la relation entre Cupide et Cupidon. Et ici, en fait, ce qu'il faut entendre, eh bien, c'est que derrière tout ça, il y a une raison comptable. C'est-à-dire qu'effectivement, lors de la formation des couples, et concernant eh bien, le conditionnement se rapportant à des classes sociales, il y a évidemment une projection qui se référerait eh bien, à un projet de vie. Alors, pas tout le temps, évidemment, etc. Et donc, il y a une forme de perspective, à une forme, finalement, de calcul, en fait. Donc, il y a un calcul aussi qui se fait. Donc, vous voyez, on est parti de loin, on est parti de l'ocytocine, finalement, de cette hormone, finalement, psychoactive, mais animale, qui concerne la préservation de l'espèce, et puis, eh bien, avec la raison qui s'immisce, finalement. Alors, au sein bien, de l'animalité, finalement, on est colonisé par le langage. Alors ça, c'est une phrase de Lacan. Ok, et à partir de là, eh bien, finalement, la question se pose, et c'est cette question que je désire poser. Est-ce que la raison ici ne poursuit pas, finalement, eh bien, ce que j'appelle, je reviens à ça, ne poursuit pas finalement les pulsions corporelles? Je répète, est-ce que la raison, cette raison comptable, cette raison objective, cette raison d'ailleurs aussi désintéressée, est-ce que la raison de manière générale eh bien, ne poursuit pas finalement les projets qui feraient finalement eh bien, à des pulsions corporelles, vous voyez? Donc ça c'est quand même intéressant. C'est-à-dire c'est une orientation finalement. C'est les choix raisonnés, soi-disant. Apparemment, ils ne seraient peut-être pas aussi raisonnés que ça. Apparemment, ça ne concernerait finalement que des substances psychoactives pour la préservation de l'espèce, vous voyez. Okay. Qui engendre, eh bien finalement une raison comptable, ou des perspectives, des calculs. On retrouve un tant soit peu, quelque chose, eh bien, de la cupidité. Ok. Ici, alors, plusieurs choses, toujours concernant ce petit chapitre. Une référence, Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Alors, justement, ce qui est intéressant avec ce roman d'Émilie Brontë, écrit au XIXe siècle, en plein romantisme, Émilie Brontë nous décrit, eh bien, cet amour désintéressé. Elle nous décrit d'ailleurs un amour passionné, enflammé, a priori sans concession, etc. Toutefois, à la fin du livre, ce que nous démontre finalement Émilie Brontë, c'est que eh bien, l'héroïne ne se mariera pas avec l'élu de son cœur. Elle va se marier, eh bien, avec qui? Avec une personne de sa classe sociale. Vous voyez? Donc, bon, ce qui est intéressant avec Émilie Brontë, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement d'un côté la passion, mais d'un autre, eh bien, la raison comptable s'impose, en fait. Et puis, une autre référence, alors ça concerne plutôt les institutions du mariage, ou l'institution, pardon, du mariage, et ça se réfère, eh bien, à un livre de Michel Foucault qui s'intitule Les aveux de la chair. Et là, vous pourrez constater avec Michel Foucault, alors ce livre est post-mortem, donc il a été quelque part réécrit, réorganisé finalement, puisqu'il n'avait pas fini de l'écrire. Et là, vous pourrez voir finalement comment l'institution du mariage s'est mise en place à partir de Saint-Augustin, en fait. Alors, il y avait des mariages préalables, mais avec Saint-Augustin, hop, il y a une articulation spécifique qui se met en route. Ok. Donc, deux références pour un peu travailler sur ces questions-là. Et
enfin, je voulais vous parler aussi de la raison, revenir à la raison. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, puisque la raison, en latin, c'est aussi la ratio. La ratio, c'est le fondement, mais la raison, c'est aussi le discours, donc c'est le logos. Bon, vous voyez, c'est la logique, la raison. Effectivement, c'est beaucoup de choses. Mais c'est aussi, alors c'est ça qui m'intéresse, on a aussi une autre définition, il y a d'autres versions. La raison, je vous avais déjà dit, avec les livres de raison au Moyen-Âge, que la raison, elle était comptable. C'est-à-dire que les livres de raison, c'était des livres de comptabilité au Moyen-Âge, tout simplement. Mais il y a aussi la signification étymologique de la raison, qui veut dire compter, ou du moins, voilà, et qui veut aussi signifier comprendre. Alors, le terme comprendre est aussi très intéressant, c'est-à-dire que, effectivement, comprendre, c'est saisir un ensemble de contenus. C'est dans le verbe comprendre, dans l'action comprendre, il y a le verbe prendre, vous voyez. C'est un peu comme compossible. Compossible, c'est tous les possibles. Comprendre, c'est vraiment saisir un ensemble, en fait. Donc, finalement, c'est quelque chose d'assez concret. Et même dans le verbe saisir, on peut saisir les choses intellectuellement, mais on peut les saisir de manière très concrète. Je saisis une pomme. Donc, vous voyez, comprendre, ok, on l'élève comme ça, on l'élève justement au terme compréhension, c'est-à-dire assimilation intellectuelle, etc., etc. Mais peut-être que comprendre, à la base, c'était aussi justement cette idée de prendre et de contenir finalement un ensemble de choses, en fait. Et donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est, non pas pour émettre des doutes, trop de doutes, mais c'est quand même cette idée que la raison, à la base, ça servait à compter et à posséder. Vous voyez. Donc, vous voyez, donc c'est pas finalement l'idée qu'on se fait encore d'ailleurs de la raison, c'est-à-dire vraiment une pratique, alors que beaucoup qualifient d'alambiqué. Avec des tuyaux qui circulent partout pour arriver nulle part, vous voyez, avec un ressassement. Donc la raison, c'est peut-être plus simple. C'est pour toujours, finalement, essayer d'argumenter concernant la relation comme ça avec l'hormone de l'amour et la raison comptable, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait. Alors évidemment, pour finir, on est passé un petit peu... Voilà. Pour finir, évidemment, Platon est contre aussi. Donc, puisque lui, c'est la contemplation des idées, des idées imputrescibles, rond, carré, triangle, beau, bien, vrai. C'est la raison désintéressée, c'est l'amour universel, c'est l'agapé, etc., etc. Alors ici, là où je veux en venir, en fait, puisque je veux boucler la boucle avec Donald Trump. On va revenir à Donald Trump. On a vu Donald Trump, concupiscent, orgueilleux, cupide, ce en relation avec ces trois procès et transgression. La question qu'on peut se poser, effectivement, alors très spéculative, évidemment, Donald Trump, finalement, on s'en fout, mais bon, très spéculatif, c'est le fait que, les pulsions corporelles qui animent la raison, qui donc animent les comportements humains, ces pulsions corporelles, on pourrait se dire que ça nous déborde, en fait. Et ça déborde au point d'instruire des comportements humains, et d'instruire des comportements humains quelque peu raisonnés, si vous voulez. Et raisonner au sens où il y a du verbe, il y a des actions verbales aussi, si vous voulez. Ok, donc les pulsions corporelles animent la raison,
Et on pourrait peut-être se dire, bien, finalement, Donald Trump est complètement débordé hein, par les pulsions corporelles. Hein. Ou alors, d'un autre côté, puisqu'on pense finalement bien aussi à la transgression, hein, à une volonté de transgresser lois, normes, règles de conduite, on peut se dire que, eh bien, Donald Trump poursuit une idéologie, là pour le coup, qui n'est pas désintéressée, bon, c'est clair, mais une idéologie qui se réfère au néolibéralisme, pardon, je vais y arriver, je suis à la fin, et ces personnes qu'on appelle les libertariens. Donc, tout ça, ça participe d'une idéologie qui se réfère eh bien, à l'histoire du capitalisme, et idéologie qui désire eh bien, dézinguer les lois, les normes, les règles de conduite. Hein, et qui voilà, se fie vraiment un individualisme pur et dur, et peu importe si ça fait société ou pas. Hein, bon, voilà. Ok, alors c'était pour voilà, poser cette question finalement aussi, eh bien, là encore, d'une relation entre la nature et la culture. Ok, de quelle manière, eh bien, finalement, la culture, je dirais la volonté collective, hein, le désir de faire société, donc ce qui pourrait se référer à des contraintes, hein, et les contraintes étant les lois, les normes et les règles de conduite, hein, qui nous embarrassent, hein, qui moi-même m'embarrassent, hein, si vous voulez. Il y a cet aspect-là, donc cette culture d'un côté, et puis l'idée de nature, alors qui est aussi encore un concept assez complexe, hein, mais l'idée de nature où eh bien, ce serait finalement des substances psychoactives comme ça, hein, qui bien animent finalement des comportements humains, hein, qui provoquent des actions finalement qu'on va ensuite, a posteriori, condamner et dire qu'elles sont concupiscentes, orgueilleuses, cupides, hein, mais qui participeraient plutôt bien, du corps, en fait. Hein. Et donc, quelque part, de l'inconscient. Vous voyez, hein, bon, on va y arriver petit à petit à l'inconscient de toute façon. Hein. Ok, donc, nature, culture. Et comment, finalement, au milieu, se trouve quoi? Se trouve qui, surtout? Eh bien, il se trouve un sujet, en fait. Et là, à savoir, je repose encore la question, si ce sujet, en fait, eh bien, est assujetti à la volonté collective, hein, c'est-à-dire loi, règles de conduite, normes, ou si ce sujet, finalement, eh bien, est soumis eh bien, à ce qu'on pourrait appeler, je vais prendre un terme de Nietzsche, à la volonté de puissance. Et comment ce sujet pris en sandwich eh bien, agit, en fait, tout simplement. Hein, quelle décision il prend consciemment. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous dis à la prochaine fois.